Super. Ça y Oui, est. c'est tout bon. Allez, on est en direct, c'est parfait. Non, live. Bien, merci d'être présent pour cette présentation justement des métiers du numérique appliqués à la santé. Eh bien, on va commencer par se présenter. Marianne, je t'en prie. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Marianne Simineau. Je travaille à Numéum en tant que déléguée au numérique en santé. Voilà, je suis ingénieure de formation en biologie et informatique il y a plus de 30 ans. Et donc, j'ai passé toute ma carrière dans le numérique et la santé. Et donc, pour vous illustrer un peu ce que ça peut donner comme type de job, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie pharmaceutique. J'étais responsable informatique dans un département de recherche et développement. Après, j'ai passé 10 ans dans une agence du ministère de la Santé qui est devenue l'agence de numérique en santé et donc qui s'occupe de tous les gros projets nationaux, notamment le dossier médical personnel. Et puis, depuis 13 ans maintenant, je suis consultante indépendante, donc autour du numérique en santé pour des agences régionales de santé, des ordres professionnels, des industriels du numérique, le ministère, etc. Et depuis 7 ans, j'anime des écosystèmes industriels du numérique en santé. Donc, depuis 3 ans chez Numéum et depuis un mois comme permanent de numérique en santé chez Numéum. Voilà, à peu près. Élise, je t'en prie. Donc moi, je suis Élise Magnin, je suis chef de projet à la Manane, qu'Alban va vous expliquer, et puis je suis pilote du projet Lien numérique que vous allez découvrir par la suite dans cette présentation. Ouais, donc, je suis Alban Rouni, donc je suis responsable au sein de la Manane. Et alors, la Manane, c'est une agence de communication pédagogique et nous, on produit justement donc, des outils pédagogiques pour le public scolaire, pour les publics adultes. Et on intervient depuis 2017. Alors, auparavant, ça ne s'appelait pas le Pro-Atlas, mais ça s'appelait le FAFIEC, sur différentes problématiques effectivement liées notamment au numérique. Et on est opérateur justement depuis 2017 précisément sur le dispositif Lien numérique. On est en charge du déploiement du dispositif auprès des publics scolaires. Donc, il y a une question. Non, c'est juste moi qui ai bien un commentaire pour les inciter à mettre leurs questions. Alors, ce qu'on vous propose pendant cette petite heure, c'est de vous présenter donc, la commission santé de Numéum, les métiers du numérique en santé, c'est-à-dire c'est la segmentation des activités du numérique appliquées à la santé, telles que définies par Numéum, les grandes tendances aussi dans la santé, les principes éthiques du numérique en santé, ça c'est Marianne qui vous présentera toute cette partie-là, et pour notre part, on vous présentera des exemples d'applications justement du numérique en santé, et on terminera par la présentation du dispositif Lien numérique. Marianne, eh bien, écoute, je t'en prie. Voilà, merci. Donc, pour ceux qui n'auraient pas forcément une idée très précise de ce que c'est que Numéum, c'est un gros syndicat du numérique généraliste, donc tout secteur confondu, hein, le transport, la banque, etc. et la santé. Donc, on est une des 24 commissions de Numéum. Et donc, sur les 2300 adhérents que compte le syndicat, on en a à peu près 200 qui ont une partie de leur activité, ou toute partie, dans la santé. Alors, ils sont répartis en différents métiers au sens par rapport au numérique. Hein. Donc, on a des éditeurs de logiciels, une centaine à peu près. On a à peu près 90 entreprises de services du numérique, ce qu'on appelle les ESN chez Numéum. Donc, qui sont des cabinets de conseil, des gens qui développent aussi à façon des solutions. Et puis, une dizaine de sociétés en ingénierie et conseil en technologie. Donc, c'est des métiers qui sont très différents. Hein, quand on est intégrateur ou quand on est éditeur ou quand on est cabinet de conseil, on n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes relations ni au numérique ni aux clients. Et donc, c'est particulièrement vrai quand on est éditeur, par exemple, pour le système d'information hospitalier. Donc, là, on voit que 35% de nos adhérents ont pour cible, pour cible, c'est beaucoup dire, mais ont pour clients des établissements de santé, que ce soit des hôpitaux, des cliniques ou des maisons de retraite, par exemple, des EHPAD.
On a 15% de nos adhérents qui sont dans le B2B et notamment avec l'industrie pharmaceutique. Et donc là, on est plus sur l'industrie de la donnée de santé. Donc comment, à partir de cohortes ou d'entrepôts de données de santé, on peut générer des solutions d'intelligence artificielle, par exemple, pour améliorer le parcours et le suivi de pathologies. On a une partie de nos adhérents qui s'adressent au secteur ce qu'on appelle de ville, ambulatoire ou libéral, donc des logiciels pour les cabinets de ville, par exemple, les médecins généralistes. On en a une petite partie qui s'adresse aux mutuelles et assurances. Enfin, on a quelques solutions qui s'adressent directement à des patients ou des usagers. Et on a une partie de nos adhérents aussi qui sont des qui s'adressent à des collectivités. Je pense par exemple à des entreprises qui s'adressent aux conseils départementaux qui ont dans leurs prérogatives l'autonomie et la gestion du vieillissement. Voilà, c'est des entreprises qui sont pour la plupart assez jeunes. On a, sur les 2300 adhérents, on a un gros tiers, on en a à peu près 800 qui sont des startups, donc qui sont nés dans les 5 dernières années. Mais vous voyez, en moyenne, elles ont 20 ans d'existence. Puis on en a une très ancienne, qui date de l'imprimerie de Gutenberg. Bon, donc on n'a pas compté ces 450 ans, on a compté une centaine d'années, parce que le numérique, à ce moment-là, n'existait pas. Et puis, vous le voyez en bas à droite, c'est dans la commission santé, mais c'est assez représentatif des tailles de sociétés qu'on peut trouver chez Numéum. C'est-à-dire qu'on a des grands groupes internationaux, les Google, les Apple, les Microsoft, les Huawei, les Alibaba, etc. Et on a une grosse part de petites entreprises, des PME et de toutes petites entreprises et startups. Voilà. Et puis après, on a des ETI qui sont dans la moyenne. C'est un secteur qui emploie à peu près 30, en tout cas, les adhérents de Numéum emploient à peu près 30 000 employés sur le secteur du numérique en santé, avec un pourcentage de femmes plutôt plus important que la moyenne, et avec aussi une moyenne d'âge aussi un peu plus importante que la moyenne. Voilà. C'est plutôt des seniors qui travaillent dans ce secteur. Voilà. On peut passer à la suivante. Voilà, merci Alban. Donc là, on a voulu illustrer les différents métiers qui sont proposés aux professionnels et aux patients. Et ça illustre donc une sorte de parcours de soins, un parcours de vie. Et ça démontre qu'à un moment donné ou un autre dans votre vie, vous allez passer par des structures qui ont des logiciels ou des services ou des produits qui sont réalisés par des adhérents de Numéum. Parce qu'en fait, on a des outils de prise de rendez-vous en ligne que vous connaissez tous, Doctolib ou Maya. On a des solutions de dossier médical électronique dans des cabinets de ville et de la messagerie sécurisée de santé, donc qui permet à des professionnels d'échanger des messages concernant votre santé de façon complètement confidentielle et cryptée. Des solutions de télémédecine, on en a quelques-unes. On a aussi des solutions d'imagerie médicale, c'est-à-dire quand on va passer un scanner ou un IRM, eh bien, il y a forcément des logiciels pour visualiser ces images et puis pour les interpréter. Il y a des hôpitaux aussi qui ont développé ou qui ont acheté des solutions qui permettent de préparer pour les patients leur admission à l'hôpital et de commencer à se familiariser avec l'endroit où ils ont rendez-vous et les documents administratifs qu'ils vont devoir fournir. Il y a évidemment, comme pour la médecine de ville, un dossier médical électronique qui s'appelle le dossier patient informatisé dans les hôpitaux. Les hôpitaux font aussi de la facturation électronique et on a l'habitude de dire que voilà, la paye des infirmières est faite aujourd'hui grâce à de l'informatique. Donc, c'est le nerf de la guerre, tout ce qui est numérique. Un hôpital ne sait plus fonctionner sans numérique. Et on le voit avec les attaques qui sont les cyberattaques qui se
qui se généralise en ce moment. On est obligé de transférer les patients parce qu'on ne sait plus les gérer sans l'informatique. Autour de la pharmacie, mais aussi de la médecine de ville et de l'hôpital, il y a beaucoup de production de données. Et donc, il y a toute une industrie de la donnée, comme je le disais, qui permet de faire de l'IA. Il y a aussi la cybersécurité et la protection des données de santé. Ça, c'est très important. C'est des données personnelles hautement sensibles. Et puis, voilà, quand on est dans son lieu de travail ou d'études et aussi qu'on passe par un cabinet d'analyse médicale, eh bien, il y a des résultats, il y a des choses qui peuvent qui peuvent donner lieu à des systèmes numériques. Et au milieu de tout ça, il y a d'autres adhérents qui proposent des infrastructures de télécom qui sont forcément nécessaires pour que tout ça fonctionne. On a aussi des cabinets de conseil qui sont aussi importants hein, quand on parle d'organisation, d'urbanisation, d'ergonomie dans les logiciels, de design thinking. Eh bien, ça passe aussi par des sociétés qui peuvent proposer leurs services. On a aussi la question de l'hébergement des données de santé. Ça, c'est un décret hein, qui oblige ceux qui stockent des données de santé à passer par une certification qui est hautement, qui est assez cruelle, hein, qui fait appel à des standards internationaux. Il y a des solutions aussi qui s'adressent à la question de l'interopérabilité. Donc, il faut avoir des dictionnaires communs pour se parler et parler les mêmes langages entre logiciels. On a des intégrateurs et des plateformes qui permettent de faire le lien un peu entre toutes ces solutions. Et on a quelques adhérents qui font des dispositifs médicaux connectés, donc ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'Internet of Things. Voilà. Et tout ça, ça fait beaucoup de cas d'usage et vous aurez des illustrations tout à l'heure avec Alban et Élise sur à quoi ça sert. Et voilà, donc pour vous illustrer que la santé donc chez Numéum, c'est très large, hein, ça va de l'industrie pharmaceutique jusqu'au médico-social et donc les EHPAD et autres. J'ai voulu vous illustrer ça avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, donc vous connaissez certainement. Donc, parmi les piliers de ces ODD, la santé et le bien-être font partie du pilier 3. Mais quand on parle de santé et bien-être, c'est forcément transversal et en lien avec les autres 16 piliers des ODD. Quand on parle de qualité de l'eau, quand on parle de villes et communautés durables, quand on parle de changement climatique, tout ça, c'est totalement en lien avec le bien-être et la bonne santé. S'il te plaît. Ah oui, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions, donc je continue. Et donc, ça, c'est pour vous illustrer que la santé, c'est pas que chez Numéum que c'est très large. Hein, si je prends la définition de la santé dans le préambule de la constitution de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, c'est très important, on parle de bien-être, on ne parle pas que de santé, de soins, de médicaments et tout ça, on parle de bien-être, et pas seulement physique, mais aussi mental et social. Et l'autre phrase que j'aime beaucoup dans ce préambule, c'est que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité. Elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États. Et clairement, je pense que voilà, on a tous constaté avec cette crise sanitaire que voilà, la santé ne s'arrête pas aux frontières et qu'on est tous concernés et qu'on a besoin d'avoir cette coopération internationale pour continuer à vivre en bonne santé. Et donc là, vous le voyez, donc cette définition de l'OMS, ça veut dire que la santé, c'est pas que le corps, c'est aussi l'intellect, c'est aussi les émotions, c'est aussi les motivations et les occupations, c'est aussi le social et le spirituel. Voilà, et donc, vous voyez que c'est un peu loin du numérique, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est important d'adresser la santé dans tout son ensemble parce qu'il faut trouver des solutions qui s'adressent à tous ces sujets-là. Je t'en prie, voilà.
L'autre compréhension liée à la crise sanitaire, c'est que la santé animale et l'environnement ne sont pas décorrélés de la santé humaine. Quand on parle de vecteurs de maladies, d'élevage intensif, de déforestation, de pollution de l'air ou de l'eau ou de changement climatique, eh bien, on voit que ça a des influences fortes sur la santé humaine et vice-versa. Tout ça, c'est extrêmement lié. Donc, tout à l'heure, on parle, enfin, juste avant, on faisait c'est la notion de global health, c'est-à-dire de santé globale. Là, on est sur la notion de One Health. Voilà, la santé pour tous, quelque part. Et donc, ça m'amène à une illustration de en quoi le numérique est important, si tu veux bien changer de slide. C'est par rapport à ce qu'on appelle la santé populationnelle. C'est une notion qui vient de chez Kaiser Permanente, qui est une grosse assurance maladie aux États-Unis, qui a conceptualisé un peu cette notion de voilà, qu'on a des populations qui sont à risque et qui sont de plus en plus nombreuses parce qu'on a deux facteurs qui font que ça se cumule. On a une démographie qui fait que la vie s'allonge de plus en plus. Et la question, c'est d'avoir une vie qui s'allonge, mais en bonne santé. Et l'autre facteur, c'est qu'on a des maladies qui se chronicisent. Voilà, même le cancer, qui était des maladies aiguës, maintenant, on a des cancers qui durent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc ça devient plus soutenable pour nos systèmes de santé. Parce que pour suivre des millions de personnes qui ont des pathologies et pour éviter que ces pathologies ne s'aggravent dans des strates qui sont de plus en plus aiguës, eh bien, on n'a pas assez de personnel de santé pour suivre toutes ces pathologies. Et donc, le numérique est extrêmement important pour favoriser le suivi de ces personnes. Et donc, la question, c'est comment on peut passer de la gestion de soins aigus et extrêmement complexes tout en haut de la pyramide, parce que la personne s'est dégradée et qu'elle a une maladie ou des comorbidités, c'est-à-dire plusieurs maladies qui s'enchaînent, à rester le plus possible sur de la prévention des deux premières strates qui occupent 95% de la population. Et donc, on est vraiment dans l'obligation d'investir dans cette prévention pour éviter d'avoir des coûts extrêmement importants à gérer avec des maladies qui deviennent de plus en plus compliquées. Voilà, et pour terminer et vous laisser un peu plus de temps que tout à l'heure, Alban et Élise, je termine sur les principes éthiques. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par le ministère de la Santé sous présidence française de l'Union européenne, donc en début 2022, premier semestre, et qui a été adopté par toute l'Europe. Voilà, sont traduits dans ces principes les valeurs humanistes que la France veut impulser dans le numérique en santé. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est de redonner la main aux personnes elles-mêmes pour qu'elles soient acteurs, actrices de leur santé et qu'elles puissent avoir accès à grâce au numérique, à leurs données de santé. C'est aussi de développer un numérique en santé qui soit inclusif, voilà, des personnes âgées, voilà, des personnes qui sont exclues et de la santé et du numérique. Donc, ça combine des exclusions fortes. Et c'est aussi de mettre en œuvre un numérique en santé qui soit éco-responsable. Et ça m'amène à vous traduire quelque chose qui me semble très important pour la cible de vos élèves. Voilà, les jeunes sont extrêmement sensibles à rechercher des métiers qui portent sens. Et voilà, la santé est un axe fort de métiers qui portent sens parce qu'elles ont un impact. Aujourd'hui, on arrive à dire que le numérique sauve des vies. Voilà, parce que en fait, il accompagne des processus et des professionnels de santé qui sont d'abord les effecteurs de cette sauvegarde, mais voilà, ils ne pourraient pas le faire s'ils n'avaient pas le numérique. Et le deuxième aspect qui peut vraiment les intéresser, c'est en quoi la santé peut avoir un effet positif et pas que négatif sur notre environnement.
Et donc, il y a la mise en place par le ministère de 2 écoscores. L'un sur le système d'information hospitalier qui a été réalisé par Green IT, qui est un des partenaires de Planet Tech Care, qui est une initiative de Numéum, donc sur le numérique responsable, et qui évalue la consommation en termes d'équipement, le nombre d'ordinateurs, le nombre de ressources humaines, le nombre de déplacements dans un hôpital, et donc qui permet aux hôpitaux de se comparer avec d'autres types d'organisations. Et le second à droite, c'est un écoscore qui évalue les applications mobiles qui veulent être référencées sur Mon Espace Santé. Donc, Mon Espace Santé, vous en avez eu la publicité. C'est un store applicatif, c'est un lieu en fait où tout citoyen français va pouvoir trouver des applications dont j'ai parlé tout à l'heure, une messagerie de santé citoyenne, un dossier médical personnel et puis tout un tas d'applications pour l'aider à bien suivre sa santé. Et donc, ces applications, pour être référencées, elles doivent passer par cet écoscore qui évalue l'usage en fait en énergie et en capacité de ces applications. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et sinon, je vous laisse la place. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir, merci Marianne déjà, ce que je vous propose, donc, c'est de découvrir quelques… Ah, il y a une question. Merci. Ah, merci. Bah, c'est parfait. Merci pour votre merci. Alors, je vais vous proposer de découvrir un exemple, quelques exemples d'applications concrètes, des preuves, effectivement, de la manière dont le numérique peut apporter justement des solutions dans le domaine de la santé. Alors pour ça, on va utiliser une solution qui est la solution lien numérique, qui est un outil qu'on utilise dans nos interventions. Je vous le présenterai un peu plus précisément tout à l'heure. Donc parmi les différentes thématiques, on a une thématique qui touche à la santé et on part effectivement d'un cas extrêmement précis, celui de François. Alors, comme vous le voyez, François, c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui, malgré son handicap, c'est quelqu'un qui est extrêmement dynamique, qui a besoin d'autonomie et qui, effectivement, est en recherche d'indépendance. Et pour cela, bien, effectivement, elle cherche des solutions. Alors, elle a la chance de rencontrer une équipe qui travaille depuis plusieurs années au développement, justement, d'un outil qui pourra, effectivement, l'assister dans cette autonomie. Alors, on va voir de quelle manière, effectivement, le numérique intervient dans cette solution. Alors, cette solution, c'est une solution qui a été développée par une société qui s'appelle Wondercraft. Alors, l'exemple que je vous présente, il date de 2018. Alors, ce qui serait intéressant aujourd'hui, mais c'est l'exercice qu'on n'a pas fait, c'est d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui est devenu cette solution. On sait qu'elle existe toujours et on sait qu'elle s'est développée, mais c'est vrai qu'on n'a pas recontacté, enfin, en tout cas, les intervenants, l'exemple, la société n'a pas été recontactée, mais en tout cas, l'exemple est très frappant et de ce genre de solution qui peut être mise en œuvre. Alors, Wondercraft, c'était à l'époque une start-up qui était composée de 25 personnes réparties autour de 3 départements, le département mécanique, le département électronique et la commande. Alors, toutes ces équipes, eh bien, elles sont dédiées au développement de ce qu'on appelle un exosquelette de jambes, justement pour les personnes eh bien, qui sont en situation de handicap, notamment qui souffrent de paraplégie ou de myopathie. Alors, cet exosquelette, il est composé de 12 moteurs. Eh bien, pour faire fonctionner tout ça, justement pour coupler ces 12 moteurs, eh bien, il va bien falloir qu'ils puissent se parler entre eux et on va pouvoir utiliser justement des solutions numériques. Et cet exosquelette, il va pouvoir permettre à Françoise eh bien, de reproduire tous les mouvements de la vie réelle, que ce soit monter, descendre, s'asseoir ou se relever. Alors, un peu d'histoire sur cette application. Derrière cette idée révolutionnaire, on a 3 concepteurs, Nicolas Simon, Alexandre Boulanger, Mathieu Masselin. Ils sont tous issus d'une grande école d'ingénieurs, Polytechnique pour ne pas la citer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont imaginé cette solution, en tout cas, sur les bancs d'école. C'était d'ailleurs même le projet de fin d'études de l'un d'entre eux. Et ce qui est très intéressant dans le numérique, et c'est ce qu'on explique souvent aux jeunes que l'on rencontre, c'est que dans ce secteur-là, plus que d'ailleurs dans n'importe quel autre secteur, on a la possibilité de faire d'un projet d'études un projet professionnel, voire même un projet de vie. Et donc, il y a très peu de limites finalement à la créativité. Alors,
il y a effectivement ces trois concepteurs qui sont les initiateurs du projet, mais il faut se dire aussi qu'ils n'ont pas été les seuls à travailler sur ce projet-là. Il y a toute une équipe derrière qui intervient, une équipe extrêmement soudée et avec des compétences extrêmement variées. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les métiers, de toutes les compétences. On va vous en présenter trois. Alors, tout d'abord, on va vous parler de l'expert technique. Alors, l'expert technique, c'est comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est expert dans son domaine. Alors, lui, il va avoir un rôle de conseil, d'assistance, d'information. C'est quelqu'un qui va pouvoir également former les équipes internes ou former, par exemple, il y a les instituts qui vont être amenés à prendre en main cet exosquelette pour le déployer auprès des patients. Donc, c'est quelqu'un qui peut aussi bien intervenir en amont au cours de la phase d'étude qu'en aval dans le déploiement de la solution. Donc, c'est quelqu'un qui est doté d'un très bon relationnel, qui sait écouter, qui sait transmettre. C'est quelqu'un qui est créatif aussi, qui va savoir trouver aussi des solutions dans son domaine d'expertise. Quelqu'un qui a une grande flexibilité et qui est quelqu'un qui a une capacité d'adaptation. Alors, au niveau de sa formation, il va être issu de Bac+2, généralement avec un BTS en IUT, mais ça peut aller, bien entendu, jusqu'à Bac+5 avec un diplôme issu d'école d'ingénieur ou un master généraliste ou avec une spécialité en sécurité ou dans le domaine des infrastructures. Autre profil intervenu sur cette solution, c'est ce qu'on appelle l'intégrateur d'exploitation. Alors lui, c'est quelqu'un qui va être amené à gérer les systèmes d'information et les solutions logicielles. Parce comme il faut que tous ces outils, tous ces moteurs puissent communiquer entre eux, puissent communiquer avec les serveurs, puissent communiquer avec les logiciels, notamment lors des phases de test, et également en continu, lors des phases de déploiement, enfin de mise en production, eh bien c'est lui qui va s'occuper du bon fonctionnement sur les différents ordinateurs et sur les différents serveurs. Donc il va réaliser l'intégration, c'est comme ça que ça s'appelle, l'intégration des solutions logicielles sur les différentes machines. Et c'est quelqu'un qui va être amené à effectuer l'implémentation des logiciels également sur les serveurs et sur les postes de travail. Et il va gérer les différents upgrades de solutions, enfin ce qu'on appelle les changements ou les évolutions des solutions logicielles. Alors c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, qui sait s'organiser, qui sait utiliser également des solutions pour faciliter l'organisation. Alors, généralement, il est issu de Bac+2 avec un BTS en informatique de gestion ou un Bac+3 de type licence pro en gestion des systèmes d'information. Et dernier exemple de professionnel intervenant sur cette solution du numérique, c'est le directeur de projet. Alors, le directeur de projet, c'est un peu le chef d'orchestre, parce que lui, il a un rôle vraiment de coordination, il a une vision d'ensemble du projet, puis surtout, il a une vision à long terme. Alors, il va avoir un rôle de gestionnaire du budget, il va planifier les ressources, c'est lui qui va rédiger aussi le cahier des charges, sorte de bible du projet, et c'est lui qui va s'assurer tout au long de la production, à la fois de la motivation de l'équipe et de son engagement. Alors, il a évidemment des compétences managériales puisqu'il doit savoir gérer une équipe. C'est lui qui va analyser, qui va synthétiser les problèmes, il va scoltiner les problèmes et essayer de les résoudre aussi lorsqu'ils surviennent. Et puis, il va aussi résoudre les conflits éventuellement qui peuvent arriver dans une équipe. Alors, c'est quelqu'un qui est extrêmement organisé, qui est méthodique, il a un grand sens de la diplomatie, c'est quelqu'un qui est dynamique et qui sait insuffler son dynamisme, autant pour diriger que pour motiver son équipe. Alors, généralement, il est issu de Bac+5, il est doté d'un Bac+5 en école d'ingénieur, où il peut avoir aussi une formation universitaire avec une spécialité informatique. Donc, vous voyez effectivement, pour intervenir sur une solution de cette envergure, et puis surtout avec un temps de développement aussi long, ça nécessite effectivement un travail d'équipe. Donc, c'était pour moi l'occasion de vous présenter à la fois cet outil que l'on utilise, mais aussi un exemple d'application. Alors, des exemples d'application, il y en a d'autres. Si je reviens sur nos exemples, alors vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle des objets connectés, des dispositifs médicaux. Marianne les a introduits tout à l'heure. Alors effectivement, si on ne prend par exemple que la population des seniors, ça représente un vivier extrêmement fort en termes d'emploi justement et de développement pour le secteur du numérique. Alors, quelques chiffres clés qu'on s'est procurés pour l'occasion. Alors, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a plus de 60, la population, les populations de plus de 60 ans constituent déjà un quart de la population française. Et ça pourrait représenter, selon les estimations, plus d'un tiers en 2040. Et à l'échelle mondiale, ça représente 1,5 milliard de personnes d'ici 2050.
Alors, il y a de nombreuses solutions qui sont en cours de développement ou dont les roadmaps sont en train de se faire et qui permettent justement d'améliorer la prise en charge des seniors. Alors, c'est ce qu'on appelle, par exemple, c'est le cas de ce qu'on appelle des thérapies virtuelles qui sont proposées par de nombreuses startups. Et vous avez par exemple les casques de réalité virtuelle qui peuvent équiper des patients, alors soit qui sont hospitalisés à domicile, soit à l'hôpital, et qui permettent justement, qui peuvent permettre de gérer la douleur ou de stimuler certaines facultés cognitives. On va retrouver aussi des montres connectées, des objets connectés de manière générale, qui vont permettre de suivre, par exemple, le taux de glucose. Tout à l'heure, on parlait de diabète, sans que ce soit invasif, sans piqûre. On va pouvoir également alerter les services d'urgence en cas d'accident. Autre exemple d'application du numérique à la santé, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le jumeau numérique. Ça aussi, c'est un domaine qui représente un formidable levier d'emploi pour l'avenir du secteur. Alors, ce qu'on appelle un jumeau numérique ou un double virtuel, c'est un objet qui permet, enfin en tout cas, c'est un dispositif qui permet d'avoir de nombreuses applications en matière de santé. Alors, on va pouvoir s'en servir pour simuler des tests de médicaments, par exemple sur des organes ou sur des systèmes corporels virtuels. On va pouvoir, de façon prédictive, anticiper la réaction d'une personne réelle, par exemple, par rapport à un médicament. Ça permet, on va pouvoir tester, par exemple, le sous-dosage, le surdosage. On va pouvoir tester aussi les interactions éventuellement entre médicaments. Et ça va permettre aussi, le jumeau numérique, de visualiser en 3D l'anatomie d'un organe, voire même, par exemple, c'est le cas de l'exosquelette, de simuler, par exemple, justement des fonctionnements biomécaniques par rapport à un mouvement, que ce soit le pied, que ce soit la jambe, etc. Alors, vous avez d'autres exemples également liés à la collecte et la gestion des données des patients. Marianne, tout à l'heure, vous a expliqué que c'était un pan très important et à ce titre, du coup, on s'est procuré quelques données autour de ça pour vous donner un peu l'ampleur du phénomène, de ce qu'on appelle la data santé en France. On estime aujourd'hui qu'il y aurait à peu près, ne serait-ce qu'en France, pas moins de 150 000 applications mobiles, justement 80 000 pour les médecins et 60 000 pour les patients, ce qui fait un très fort volume de données qui circulent aujourd'hui, et on estime que d'ici 2050, ce volume-là serait multiplié par 50. Donc, on se rend compte vraiment de l'ampleur du phénomène. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment le numérique peut assister justement les professionnels de santé dans l'exploitation de ces données et faciliter justement le suivi des patients et leur prise en charge. Dans le cadre de la génomique, justement, on va pouvoir analyser une grande masse de données, justement pour en tirer effectivement des éléments prédictifs ou des modèles prédictifs. Avec les équipements de santé connectés, alors que ce soit les montres, les balances ou les lits connectés, là, de la même manière, on va pouvoir obtenir de la donnée en temps réel sur les patients. On va travailler toujours autour de cette notion-là sur la dématérialisation des dossiers de santé. Alors, il y a tout un tas d'applications également autour de la santé. Alors, Marianne, vous parlez des carnets de santé en ligne, il y a également les conseils sur la gestion du diabète, il y a le suivi des douleurs liées au cancer. Et puis, il y a l'émergence depuis quelques années là, de certains nombre d'outils d'assistance au diagnostic qui viennent justement assister les professionnels de santé dans l'identification justement dans la prise en compte de cette énorme masse de données. Alors, qui d'ailleurs n'est pas tout le temps structuré, puisque on va certainement, enfin, on est confronté en fait à des données qui ne sont pas uniquement numériques, qui ne sont pas uniquement statistiques, mais aussi des données de type textuel, par exemple des comptes rendus d'hospitalisation, l'imagerie médicale, et tout ça effectivement, grâce à ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning, c'est-à-dire c'est une algorithmique qui apprend au fur et à mesure, on va pouvoir reconnaître des signes cliniques d'une maladie, ou travailler sur des situations qui ne sont pas encore résolues ou, par exemple, justement, comme je vous le disais, exploiter des données qui ne sont pas structurées entre elles, qui sont extrêmement différentes. Alors, il y a d'autres applications que je peux vous citer rapidement, par exemple des applications autour de la blockchain dans le domaine de la santé. Quelques mots sur la blockchain, effectivement, c'est tout un dispositif qui permet d'assurer l'intégrité, la sécurité des données de santé, et notamment de façon interopératoire entre les différents systèmes d'information, alors que ce soit ceux des laboratoires, des médecins, des hôpitaux, des assurances, des patients. Et par exemple, ça permet de
mettre en place tous des dispositifs, notamment de lutte contre les faux, alors les faux médicaments, les fausses données de santé, etc. Et en enregistrant justement les empreintes entre le moment où ces données ont été produites et au moment où elles sont exploitées. Et puis, il y a tout le domaine des femtech, dont vous avez peut-être entendu parler, sur toutes ces technologies qui sont dédiées à la santé des femmes et, par exemple, celles dédiées justement au suivi du cycle menstruel. Pardon. Et on avait trouvé un chiffre là, qui était intéressant, effectivement, sur lequel effectivement, ce type d'application figurait parmi, justement, en seconde position parmi les téléchargements chez les adolescentes. Alors, tout ça m'amène à vous parler de Lien numérique, qui est un dispositif justement de vulgarisation, finalement, à la fois de ce que représentent de ces applications autour du numérique et de découverte des métiers, des formations qui permettent d'y mener. Alors, ce dispositif, aujourd'hui, il s'adresse aux élèves de collège, lycée et aux étudiants post-bac. Et il est constitué autour d'un dispositif d'intervention au milieu scolaire, d'une application que je vous ai montrée, un serious game et un quiz de personnalité de type RIASEC que je vais vous présenter également. Alors, l'IA numérique aujourd'hui, c'est un dispositif qui s'inscrit et qui reprend les recommandations du parcours à venir de l'Éducation nationale. Donc, c'est un dispositif qui est encadré, donc il s'inscrit en fait dans une convention de partenariat avec l'Éducation nationale, avec le ministère de l'Éducation nationale, et qui est porté à la fois par Numéum, concepteur d'avenir, qui est la marque jeune d'Atlas, et par l'OPCO. Et la Manane, que nous sommes en fait, nous sommes les opérateurs de ce dispositif et on est en charge du déploiement. Alors, l'IA numérique aujourd'hui, ça répond à 6 objectifs clés. Un premier objectif qui consiste à présenter le potentiel du secteur du numérique et voilà, les domaines d'activité qui sont des domaines porteurs et innovants et dans lesquels effectivement le numérique intervient. On va montrer également que le numérique est omniprésent, qu'il est partout et qu'il apporte des solutions concrètes à des enjeux de société, à des enjeux sociétaux. On va expliquer que derrière les solutions du numérique, il y a des femmes, il y a des hommes également avec des profils et des parcours de vie extrêmement divers, avec des niveaux de diplôme également extrêmement différents qui interviennent. On va essayer de faire découvrir des métiers du numérique et les formations qui permettent d'accéder au secteur. On va essayer aussi, tant bien que mal, de déconstruire un certain nombre de préjugés. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se limitent dans leurs envies, pensant en fait qu'ils ne sont pas faits pour ça. Et on va essayer de leur montrer effectivement qu'on peut accéder au numérique avec ou sans diplôme, avec des études courtes, avec des études longues. On aborde toutes ces questions-là. Et l'objectif, c'est aussi, pendant 45 minutes ou 90 minutes, de passer un bon moment et donc de faire que ce moment qu'on passe avec eux soit un moment mémorable. Et donc, on va aussi leur donner envie d'aller un peu plus loin. Alors, effectivement, en utilisant l'outil de test, mais en leur donnant envie d'aller se documenter, d'aller rencontrer des professionnels aussi sur les salons et d'aller en savoir un peu plus sur le secteur du numérique. Alors, donc, le dispositif Lien numérique, en quelques chiffres, ça fait donc 5 ans que nous déployons ce dispositif au sein des collèges, lycées et post-bac. Nous avons à l'heure actuelle réalisé 335 animations, touché 4351 élèves et 270 enseignants. Nous avons des très bons taux de satisfaction, notamment auprès des enseignants qui sont ravis d'accueillir ces animations auprès de leur classe. Et les élèves apprécient aussi fortement les animations avec un taux de satisfaction de 95%. Ces animations sont disponibles avec plusieurs types et modes d'animation. Donc, nous intervenons, nous, avec des animateurs de la Manane qui sont formés sur la France. Nous avons la possibilité de co-animer ces animations avec un professionnel du secteur selon les disponibilités. Et nous proposons ces animations par le biais de 4 modes possibles. Donc, en présentiel, en fonction du lieu de l'établissement. Et nous avons la possibilité de les proposer aussi à distance, notamment en webinaire également avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les élèves et les professionnels
tous à distance, mais nous avons aussi la possibilité d'intervenir, nous, en présentiel, avec un professionnel qui nous accompagnerait, lui, à distance. Voilà. Nous avons aussi des animations qui sont parfois proposées sur salon. Voilà. Donc, ces animations liens numériques sont disponibles avec 2 durées d'animation. Nous avons la première, les animations de 45 minutes qui vont présenter de manière générale le dispositif lien numérique et aborder 2 à 3 thèmes sur les différents thèmes qu'on a pu voir précédemment. Et nous avons la version de 90 minutes qui, elle, inclut un serious game. Alban vous en dira plus par la suite. Nous intervenons sur la France entière, principalement depuis 2018 dans 9 régions en présentiel, mais nous avons vu que la possibilité d'intervenir à distance sur d'autres régions. Nous avons la possibilité de savoir quelles sont les régions concernées par des établissements, des interventions en présentiel à chaque année au mois de mars, selon les objectifs de l'OPCO Atlas et de Nouméum. Je redonne la main à Alban pour vous présenter un peu plus en détail le dispositif lien numérique et les supports qui sont proposés durant ces animations. Voilà. Alors, vraiment, lien numérique, c'est un outil de preuve. C'est-à-dire que l'objectif pour nous, c'est d'apporter des preuves concrètes justement des solutions qu'apporte le numérique. Alors, c'est pour ça que le dispositif s'organise autour de 8 thématiques sociétales, que sont la mobilité, la santé, les services, la sécurité, l'environnement, l'éducation, l'aéronautique et ce qu'on appelle les smart cities. Et chaque thématique sociétale est donc l'occasion de présenter à la fois les familles de métiers, mais aussi 21 métiers. Je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Alors, chaque thématique est structurée de la même manière. Ça permet effectivement d'avoir une habitude de présentation. Alors, dans un premier temps, on illustre une problématique concrète. Dans l'exemple que je vous ai présenté, c'était celui de Françoise. On présente également une solution numérique qui répond au problème et on retrace l'origine de cette solution en présentant les initiateurs du projet, l'équipe justement qui intervient avec ces initiateurs. Donc, c'est l'occasion de présenter 3 métiers à chaque fois et on termine par un message clé qui permet justement de clouter ou de déconstruire un certain nombre d'idées reçues. Alors, parmi ces 8 thématiques, je peux vous en dire quelques mots. Alors qu'on aborde la thématique de la mobilité, donc là, on va présenter une application mobile justement qui permet de trouver son chemin plus facilement et c'est l'occasion de présenter les métiers de concepteur, d'ergonome, d'administrateur de base de données. Alors, je ne vous présente pas la santé parce que je vous ai parlé tout à l'heure de Françoise, mais voilà, on a abordé les métiers de directeur projet, d'intégrateur d'exploitation, d'expert technique. On aborde également la thématique des services. Et là, on illustre cette thématique par le cas de KissKissBankBank, qui est une solution, qui est une plateforme de financement participatif qui a développé justement des outils pour des porteurs de projets et pour les aider à concrétiser leurs idées. Et donc là, ça permet de présenter les métiers de développeur, web designer et responsable support. On a une thématique également sur l'environnement où là, on va présenter une solution qui permet justement, grâce à des capteurs intelligents disposés un petit peu partout et notamment sur les téléphones, de pouvoir capter l'air et de pouvoir proposer aux utilisateurs de pouvoir contourner justement les zones de pollution. Donc là, ça permet d'identifier les métiers d'analyste de test et validation, géomaticien, responsable d'usage numérique. On a une thématique autour de l'éducation, où là, on va parler d'adaptative learning et justement de plateforme intelligente qui apprend en même temps finalement que son utilisateur et qui lui propose justement des réponses adaptées en fonction des besoins qu'elle a pu identifier. Donc là, ça permet d'identifier les métiers d'architecte logiciel, data scientist, commercial. On va parler également de cybersécurité, et là, on va traiter de la réserve citoyenne de cybersécurité, qui est un organisme, effectivement, qui mobilise des citoyens volontaires, justement, pour donner des solutions, partager leur expérience autour de la cyberdéfense. Et donc, ça permet de parler d'architectes techniques, de consultants, de responsables sécurité de l'information. On va parler également d'aéronautique,
Et là, on montrera l'exemple d'une application dédiée justement aux pilotes d'avions privés et de drones et qui leur permet justement d'optimiser la préparation des vols. Et là, ça permet effectivement de parler de développeur full stack, du géomaticien ou du conseiller support technique. Et on termine par la thématique autour des smart cities. Notamment, c'est l'idée étant de dire que voilà, la ville peut être équipée, et donc on prend une application concrète qui existe, qui consiste en des bornes interactives qui sont mises à la disposition des personnes en situation de précarité et qui leur permettent effectivement de trouver des ressources à leur disposition dans certaines villes. Et donc là, ça donne l'occasion d'aborder le thème, le métier d'UX designer, de directeur des partenariats et d'administrateur d'infrastructures. Alors bien entendu, au cours de nos interventions, on n'aborde pas toutes ces thématiques. On fait ce travail effectivement en amont de préparation avec l'enseignant qui consiste à identifier 2 à 3 thématiques qui correspondent à l'intérêt des élèves, à l'appétence des élèves pour tel ou tel sujet, ou en fonction de leur dominante ou de leur spécialité. Voilà, ça c'est quelque chose qui est déterminé avec l'enseignant en amont au moment de la préparation. Alors, ce dispositif, il s'appuie sur un kit pédagogique numérique qu'on a élaboré. Alors, une application interactive que je vous ai présentée tout à l'heure, qui permet de présenter ces 8 thématiques, et puis tout un tas de ressources qu'on a pu créer qui permettent justement d'aller un peu plus loin que l'application avec justement notamment des fiches métiers qu'on a voulu produire sous forme de CV, des éléments d'introduction aussi pour élargir un peu la culture, pour acculturer justement les publics que l'on rencontre en fonction de leur niveau scolaire, différentes problématiques. Et puis, la deuxième partie de l'intervention. Donc, généralement, on dédie la première partie de 45 minutes à la présentation des thématiques. Et l'idée, c'est qu'on ait une deuxième partie d'intervention extrêmement interactive, où là, on propose justement aux élèves de faire par eux-mêmes. Donc, on leur propose un serious game qu'on a appelé « Imagine ta solution numérique » et où il leur est proposé, pendant ces 45 minutes, en fait, d'imaginer leur propre solution numérique. Donc là, ils vont être amenés à travailler en groupe pendant une dizaine de minutes et d'imaginer, alors que ce soit une appli, un objet connecté, un programme. En gros, l'objectif, c'est d'être créatif et voilà, on s'amuse beaucoup, nous, avec les jeunes, parce qu'effectivement, on est très, très souvent surpris par leurs idées. Ça fuse dans tous les sens, c'est très intéressant. Alors, voilà, donc l'exercice pour eux consiste à désigner une personne qui va prendre des notes, à réfléchir justement à chacun de leur côté à une solution, de mettre en commun. Donc, il y a un travail d'idéation qui se fait, d'échange justement pour déterminer la solution la plus pertinente du groupe. Et puis, une fois que la solution du groupe a été choisie parmi toutes celles qui sont proposées, eh bien là, on va travailler, enfin les jeunes vont être amenés à travailler sur son utilité, à réfléchir à son originalité, sa faisabilité. Et puis, alors, il y a un moment qui est assez marrant aussi, où ils doivent se trouver le nom de cette solution. Donc, ça donne toujours lieu à des débats qui sont très intéressants. Et là, l'objectif, en fait, c'est de désigner une personne qui va aller pitcher. Au tableau devant toute la classe. Alors, fait partie du pitch aussi le choix des métiers, puisque ça permet de valider tout ce qui a été, de mettre en œuvre finalement tout ce qui a été présenté en amont. Alors pour cela, il dispose donc d'une espèce d'éventail des 21 fiches métiers qui sont classées par grande famille de métiers. Donc, on va trouver les métiers du développement commercial, l'offre de services, le pilotage, l'opération, la gouvernance, le développement de tests, etc. Et tous ces métiers-là sont résumés de façon extrêmement serrée pour une lecture plus rapide, où on va découvrir les compétences métiers, les qualités et la formation nécessaire. Voilà, donc une fois qu'ils ont collecté toute cette information, identifié les métiers, ils vont venir pitcher leur idée au tableau, en grand groupe. Et là, il y a un vote qui s'effectue sur la meilleure solution au regard du public, si je puis dire, de la classe. Voilà, donc c'est un jeu qui fonctionne extrêmement bien. À l'issue de nos interventions, on diffuse une enquête de satisfaction qui nous permet, nous, en fait, d'optimiser de façon continue le dispositif, que ce soit de façon qualitative ou quantitative. Et c'est vraiment pour nous une donnée extrêmement importante qui conditionne même le fait qu'on intervienne auprès des classes.
Et donc, à l'issue de notre intervention, les élèves ont la possibilité de se rendre sur le site Concepteurs d'avenir pour, eh bien, s'ils le souhaitent, se renseigner, en tout cas s'exercer sur un quiz de personnalité de type RIASEC, où ils vont pouvoir eh bien, identifier leur profil, ou leur profil au pluriel même, et identifier bien les métiers qui correspondent le mieux à leur profil. Alors, de façon très concrète, on va glisser dans le chat le lien vers l'application, lien numérique. Et si vous souhaitez commander une animation lien numérique, on va vous mettre également l'adresse. Alors, pour 2022, là, on est au mois de décembre, donc tout est complet, je ne vous cache pas. Et pour 2023, bien, écoutez, on sera très heureux, si vous le souhaitez, bien de se rencontrer, en tout cas de se parler pour envisager, eh bien, pourquoi pas, une intervention. En tout cas, on pourra transmettre vos demandes à Numéum et à Atlas. Voilà, Marianne, écoute, je te laisse le mot de la fin. En tout cas, je vois qu'il y a des questions. Non, c'est plutôt des personnes qui doivent partir. Moi, voilà, j'espère qu'on a été suffisamment intéressant pour que vous ayez vous-même l'envie de parler de ces sujets à vos élèves et voilà, et d'inspirer un peu des carrières dans ces métiers qui sont extrêmement riches, hein, vous avez pu le voir, et extrêmement divers. Voilà. Et effectivement, les animations sont 100% gratuites pour l'établissement scolaire. La seule condition, effectivement, c'est la réservation d'un certain nombre d'animations en fonction de la présence en présentiel ou à distance de l'animateur. Effectivement, si c'est en présentiel, on a des conditions d'un certain nombre d'animations par rapport aux frais de déplacement. Mais c'est les seules conditions. Et Alban vous joint dans le chat aussi mes coordonnées, 57-56. Mes coordonnées pour me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous présente plus en détail le dispositif, sans souci, n'hésitez pas. Voilà, bien, merci en tout cas de votre participation. Merci Marianne. Merci à vous. Et bonne continuation. Alors, est-ce qu'on doit rester en ligne ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que nous devons faire. J'ai également une réunion à 16 h, mais je crois que tout le monde est attendu à 16 h dans la salle plénière, si j'ai bien compris. Mais... D'accord. Donc, je pense qu'il faut... Ça, j'ai pas... Ouais, peut-être qu'il faut qu'on quitte la salle. Quitte la salle. Ouais. Quitter la salle et vous reconnecter sans doute sur le même lien que tout à l'heure. Allez, bonne continuation. Merci. Au revoir à tous et à toutes.